Bonjour tout le monde, on est encore en direct du 52e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et oui, on est toujours en direct d'Angoulême et c'est déjà la fin de cette deuxième journée. Merci pour votre enthousiasme dans le chat, c'est vraiment un plaisir alors que ce plan séquence incroyable de Hichem qui tourne autour de moi, c'est fantastique et ça participe à l'immersion de ce live bien évidemment. Est-ce que vous avez apprécié les interviews d'aujourd'hui? Moi oui, sachez que nous allons nous diriger vers le café Chat Noir d'Angoulême afin justement qu'on puisse recevoir les 3 auteurs de À mourir entre les bras de ma nourrice Sylvain qu'on a reçu justement pour un de ses titres chez Glénat pour Talion bien sûr, mais bon c'est une star, il est déjà parti. Donc Marc Equesol, Henri Scala et Raphaël Pavard. Donc c'est parti, mais en attendant on va faire quand même un petit bout de chemin ensemble comme à notre habitude dans les rues d'Angoulême et on constate que c'est samedi et qui dit samedi dit beaucoup plus d'affluence en direct du festival. Vous pouvez le voir avec toutes ces personnes qui sont là dans les rues et c'est vraiment... Ouais, c'est hyper vivant quoi. Je pense que les rues d'Angoulême n'ont jamais été aussi vivantes que pendant le festival. Il y a beaucoup de monde. J'espère que vous avez la forme. Donc voilà, on va marcher tranquillement. On va se diriger vers le café, on va aussi voir pas mal d'éléments devant lesquels on est déjà passé, mais bon, Twitch c'est ça aussi, c'est des gens qui viennent et qui partent, donc j'imagine qu'il y aura plein de petits nouveaux. Donc nous sommes ici dans les rues d'Angoulême bien sûr. Et comment allez-vous dans le chat? Sachez que demain je serai aussi en live jusqu'à 12h30 normalement. Beaucoup de gens et quelques lutins, parce que oui, ils existent. Je ne sais pas si vous le saviez, on les voit passer avec leur chapeau pointu. C'est fantastique. On va peut-être voir K.O. Peut-être qu'elle sera là. Je sais qu'elle aussi, elle était avec les auteurs juste avant moi. Bon, alors elle est aussi très occupée sur le stand de SNCF. Donc forcément, est-ce qu'on va la voir ou est-ce qu'elle va pouvoir faire un coucou? Je ne sais pas. On verra bien. J'ai essayé de me coordonner avec elle pour qu'on puisse échanger un petit peu, mais elle est décidément très occupée. C'est une girl boss, comme on les appelle, bien sûr. Alors qu'il fait encore vachement soleil. Regardez la lumière qui se reflète sur les façades de la ville d'Angoulême. C'est magnifique. Je commence à être habituée, je commence à être chez moi parce qu'au début, première année, je mettais le GPS pour aller à tous les endroits où on me demandait d'aller. Je me perdais et en fait Angoulême c'est vachement vallonné. Genre il y a vraiment le centre-ville, le centre névralgique de la ville qui est en hauteur et le reste qui est un peu plus en contrebas. Donc du coup, si peu que tu prennes la mauvaise route, tu te retrouves à descendre, remonter, être épuisé, faire une crise d'asthme, avoir embarqué son Symbicort avec soi pour essayer de survivre, bien sûr. Mais oui, ce sont c'est très vallonné en fait, Angoulême. Moi aussi, je suis une girl boss. Que des girl boss pour couvrir le festival d'Angoulême. Caroline Ségara l'année dernière avec le manga, K.O. sur le stand Polar SNCF. Et moi avec le festival avec Glénat, bien sûr. Regardez ce joli ciel bleu dégagé. Et non, il fait pas trop froid. En vrai, il fait 8 degrés, comme hier. Je crois qu'il faisait déjà 8 degrés hier. Moi, là, j'ai la doudoune avec une robe. Franchement, ça passe. Le premier festival que j'ai fait ici, c'était il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans du coup. Ça fait 3 festivals que je fais. Là, pour le coup, on se les gelait. Je sais pas, Hicham, Tim, vous vous en rappelez, on avait froid quand même. La première année, on avait vraiment froid. Vous trouvez pas qu'il fait vachement plus doux là? Ouais, moi je trouve en tout cas. Vous êtes couverts en même temps, mais bon. En plus, il y a beaucoup de chaud-froid. La classe avec la polaire. Mais oui, il a trop de la chance, ce ciel bleu. Mais en parlant de ce ciel bleu, ce rêve bleu est en train d'être chanté dans le stand SNCF, c'est une blague? Mais quoi? Mais c'est une vraie meuf qui chante là, c'est pas du tout Jasmine en fait. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle chante trop bien. Mais what the fuck, elle chante comme Jasmine, c'est une blague? Ou elle playback ou elle chante vraiment?
Mais non, elle chante trop bien, what the fuck. Mais je sais pas si elle chante pour de vrai, mais c'est pas possible. Elle a vraiment la voix de Jasmine. Jasmine était invitée au festival d'Angoulême. On est en live avec Léna. On va se faire têche par la sécurité, je pense, Hicham. Elle est là, KO ou pas? Non, on la voit pas. Hein. Non, je pense. On rentre ou pas? Est-ce qu'on rentre ou pas? Il nous propose de rentrer. On n'a pas trop le temps, non. Non, c'est gentil, merci. Attendez, je vais aller voir. J'ai rien, j'ai pas de sac, j'ai rien. Allez-y. Merci beaucoup. Elle est là, KO? Bah, j'aimerais bien parler avec elle 5 minutes, juste pour échanger sur son expérience. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc on est vraiment sur le stand SNCF. Le stand SNCF, en fait, qui remet un prix de la BD Polar chaque année. Et cette année, il y a À mourir entre les bras de Manouris, justement l'interview qu'on va faire dans un instant, qui est en lice et qui va peut-être remporter le prix. Déjà, ne serait-ce qu'être en lice, c'est déjà très très cool. J'ai réclamé KO. Est-ce qu'elle va être dispo? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra échanger sur son expérience au festival. Peut-être qu'elle sera contente aussi de me voir. On est quand même collègues chez le stream. Et alors que c'est vraiment la grosse stuff sur le stand Polar SNCF. What the fuck? Pardon? Ok, bon bah c'est pas très grave. KO n'est pas disponible. Merci beaucoup. Un petit bisou à elle. Pas de souci. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, c'est sûr que quand j'avais dit que KO elle girl bossait, je rigolais pas en fait. Hein. Je crois qu'elle travaille d'arrache-pied sur le stand SNCF. Je sais pas ce qu'ils lui font faire, mais. Ok, donc elle est en plein taf, c'est pas grave, on aura son ressenti plus tard, vous pouvez la suivre aussi sur sa chaîne Twitch. Elle couvre pas le festival en live, mais je pense qu'elle parlera de son ressenti plus tard, bien évidemment. Toutes les portes s'ouvrent devant nous. On a même pas. Je pensais qu'ils nous engueulaient parce qu'on filmait, mais en fait, ils voulaient nous faire rentrer. Je suis tellement habituée à me faire persécuter quand on filme des trucs publics, parce que vous le savez, vous faites beaucoup de live IRL aussi. Souvent, la caméra, elle est vachement diabolisée, et parfois, tu filmes un truc un peu l'air de rien, et salut, tu filmes un peu un truc l'air de rien, et on croit vraiment que tu vas violer l'intimité d'absolument tout le monde. Donc, peut-être que KO est à la régulation des trains. Hein. Actuellement, là, ils avaient besoin de main d'œuvre, ils l'ont prise, ils se sont dit bon KO, tu vas aller à la gare, tu vas réguler les trains, forcément quoi. Mais ouais, la caméra elle est vachement diabolisée, donc quand il a commencé à, je me suis dit oula, on va se faire tège, je pense. Ouais c'est ça, elle travaille vraiment tard. Ah mais elle anime des lives quand même sur la chaîne de Cyprien. Et ben ça je savais pas du coup. Ah d'accord. D'accord. Donc là, on marche ensemble dans les rues d'Angoulême qu'on vous a montré justement hier. Mais si vous n'étiez pas là, regardez quand même quelques plans, ce magnifique ciel bleu. Et oui, en fait, on est rue Hergé. Je vous l'ai dit, que des références à la bande dessinée toute l'année dans cette ville d'Angoulême. C'est un peu le moment où je peux vous lire aussi. Je te découvre et je trouve que tu assures, bravo. Merci beaucoup, vous êtes adorable. J'espère que vous passez un bon moment parce que c'est vraiment l'objectif de ces lives. Vous faire vivre aussi le festival depuis l'intérieur. Et ouais, c'est vrai que c'est agréable d'avoir du beau temps cette année, exactement. Oui, en bas de la rue, il y a le buste d'Hergé en statue. Ah oui, on n'y est pas passé devant, je crois. Il fait bon, oui, il fait bon, franchement. Comment s'habiller? Moi, je trouve que pull... Allez, ça va dans le détail. Je trouve que pull plus doudoune, c'est trop parce qu'en fait, il y a beaucoup de chaud-froid à Angoulême. Donc, si vous venez, que ça soit aujourd'hui ou demain, c'est ma suggestion. Ça dépend évidemment d'à quel point vous êtes frileux ou pas. Mais moi, je trouve que genre un pull en laine plus un manteau, je trouve que c'est trop parce qu'en fait, on fait que se déshabiller et se rhabiller. Mais les gens, ils aiment trop hurler dans mon micro, en fait. Et...
Et on fait que se déshabiller, se rhabiller, etc. Et franchement, on peut vite sentir la soupe. Donc je vous conseille quelque chose de plutôt fin et le manteau par-dessus, ou l'inverse. Genre juste avoir un gros pull en maille par-dessus que vous pouvez avoir. Et je crois que je me fais suivre par la police depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est parce qu'ils ont retrouvé Ascali qui a volé une pièce de 1 euro hier. N'hésitez pas à revoir le live, bien sûr. La fautive a ramassé une pièce de 1 euro au sol, bien sûr. Donc depuis, il la pourchasse. Mais on essaye de fuir. Et là, je pense qu'on les a semés en tournant juste ici. Et je les vois déjà dépasser en haut de la rue. C'est bon, Ascali, c'est pas pour aujourd'hui que tu te feras emmener derrière les barreaux. Moi, je te le dis. Et oui, bah forcément, on croise beaucoup d'auteurs et d'autrices dans les rues d'Angoulême. Et puis, c'est assez fou parce qu'en fait, les auteurs, ils nous disent que, comme eux, ils sont auteurs de bande dessinée, c'est rare qu'ils mettent leur persona en avant. Nous, créateurs de contenu, il n'y a que ça, quoi. Donc moi, je me fais reconnaître parce qu'on voit bien ma tête et je suis très, très identifiable. Mais en fait, les auteurs de BD, pas tant, quoi. Donc tu peux un peu te balader en toute impunité, sans trop te faire reconnaître, que les plus grands fans sauront à quoi ressemble, à qui ressemble à quoi exactement. Et d'ailleurs, Julien Nil, à l'issue de l'exposition hier qu'on a visitée et que je vous invite à aller voir et revoir en replay, que ce soit sur ma chaîne YouTube Ultia Replay ou sur la chaîne YouTube de Glénat, ou alors dès maintenant sur ma chaîne Twitch, puisque les rediffusions sont ouvertes à toutes et tous, ou la chaîne Twitch de Glénat. Il me disait, Julien Nil, justement, mais moi maintenant je me fais reconnaître dans la rue, mais que depuis que je fais des lives avec toi. Donc en fait, depuis qu'il fait des émissions avec moi, les gens savent à quoi il ressemble. J'ai vu aussi, évidemment, il a une communauté qui est très engagée et qui va parfois partager des photos de Julien Nil et eux. Et à chaque fois, tout le monde est très surpris. Ah mais je pensais que c'était une femme. Ah mais je pensais pas. Et puis bah voilà, donc maintenant, ça y est, il commence un petit peu à l'identifier, quoi. Donc là, ce sont les halles de Angoulême. Donc des halles, comme on peut le voir dans pas mal de villes, sont très sympathiques. On est vraiment au cœur de la ville, là. Et notamment ici, on est à la place du 9e art. Et en fait, la place du 9e art, c'est un endroit dans lequel vous pouvez vous procurer les plus beaux livres, les plus belles œuvres, celles qui ont beaucoup de valeur. En fait, ils vendent là-bas des originaux de planches. Vous savez à quel point c'est inestimable un original de planche de bande dessinée. Ils vendent aussi, donc il y a des galeries en fait dans lesquelles vous pouvez vous balader. Et il y a aussi une salle de vente aux enchères pour tous ces originaux. Et tous les bénéfices de la vente sont reversés, pardonnez-moi, aux auteurs et au fonds de soutien ONF, Agir pour la forêt. Oui, forcément, j'imagine que c'est un lien avec la bande dessinée, le fait qu'on imprime beaucoup de papier, mais en général, il y a beaucoup de BD qui sont faites sur des papiers recyclés, etc. De toute façon, je pense que c'est un sujet clairement qu'on pourra explorer avec Glénat à l'avenir dans d'autres lives. Mais voilà, c'est dans cet endroit, la place du 9e art, qu'on trouve vraiment des pépites originales qu'on peut acheter avec une mise aux enchères. Exactement, c'est tout à fait une vente aux enchères. C'est ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on va se diriger vers le café où nous attendent les auteurs de À mourir entre les bras de ma nourrice. Et en fait, ici, c'est un petit peu là où les Angoumoisins, Angoumoisines se retrouvent tout au long de l'année. Et pendant le festival, le bar La Souris Verte, notamment, est très, très populaire parce que y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se rencontrent. De toute façon, au fil de l'année, je vous l'avais déjà dit, il y a un gros vivier d'auteurs et d'autrices du coup qui sont présentes. Et elle avait un petit accordéon là, mais il aurait fallu qu'elle nous joue quelque chose. Et comme ça, Clara aurait pu donner la pièce de 1 euro. Ah voilà. On va rentrer par le côté apparemment. Oui, il est canon cet accordéon que tu as filmé. Angoumoisin, Angoumoisine bien sûr. Moi j'adore. J'adore ce gentillet. Coucou. Il faut coucou à la caméra, j'adore. Coucou. Je suis fan. Bonjour tout le monde. Il y a des gens qui sont aussi en mode qu'est-ce qu'il a lui avec sa caméra, c'est quoi ce problème?
Oui, Ascali va fermer son sac tout de goût. Ne vous inquiétez pas, je l'ai surveillé tout le long du trajet. Oui, ton sac est ouvert, Clara. Très bien. Voilà, c'est parce que quelqu'un voulait te voler ta pièce, exactement. Bonjour. Oh, c'est bon, on peut se mettre là. Bonjour tout le monde. J'arrive tout de suite, j'enlève mon manteau. Mon iPad, ça sera mieux, non? Hop. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que pour le bien de la caméra, je me mets ici? Je pense qu'il vaut mieux que je me mette là-bas, ouais. Voilà, ici comme ça. On est tous à côté. C'est un professionnel. Il va faire son cadre. Ça va être magnifique. Bonjour à tous les trois. Comment allez-vous? On va vous donner des micros, comme ça vous pourrez être entendus. Il faut juste que je m'installe et tout est bon. Je vais reconnecter ma tablette à Internet et j'arrive tout de suite. Peut-être que, alors pour parler, vous parlez bien dans le micro comme ça, proche du menton, comme ça on vous entend très très bien. C'est bon Hicham, le plan te convient? Ok, c'est super, très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Raphaël et moi, on avait déjà parlé l'année dernière au Festival d'Angoulême. Donc quand j'ai vu que vous étiez cette fois-ci réunis tous les trois, j'étais super contente parce que forcément ça vient totalement compléter l'entrevue qu'on avait ensemble et d'avoir cette fois-ci les trois auteurs. Non pas que l'intervention de Raphaël n'était pas pertinente, bien au contraire, mais peut-être... Ça va être plus intéressant maintenant. Mais pas du tout, surtout absolument pas, je suis pas d'accord. J'étais déçu au début et ils reviennent en fait. Je suis pas d'accord avec ça vraiment, mais juste comme ça on aura autre chose. Ça y est, c'est bon, je suis normalement connectée. Je vous invite à faire point d'exclamation nourrice dans le chat pour gagner un exemplaire de cette bande dessinée. Et à l'issue de cet entretien, il y aura un tirage au sort d'effectuer. Waouh! Petite commande. Bonjour. Une coupe de champagne, s'il vous plaît. Bon, bah, on est grillé, voilà. Vous avez pris de l'alcool, moi aussi, avec modération, bien évidemment, avec modération. sur Twitch, toujours. Comment allez-vous? Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous ici. Bonjour. L'album est sorti il y a 1 an, donc on est content d'avoir un nouveau tour de piste pour en parler. Alors, et comment se passe ce festival pour vous? L'année dernière, tous les deux, Marc Ecosol et Henri Scala, vous n'étiez pas présents. Ou alors, si vous étiez présents, mais vous n'étiez pas disponible pour l'entrevue, je ne sais plus, non pas présent. Je me souviens plus, je crois que j'étais pas là moi l'an dernier. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On ne sait plus avec semblait. le festival d'Angoulême si on était là ou pas, parce que c'est un peu difficile de s'en remettre. Je suis grave d'accord avec ça. Alors, comment ça se passe ce festival pour vous cette année, par exemple, Henri? Très bien. Moi, c'est la première fois que je viens, donc du coup, c'est une découverte complète. Donc, je suis jamais venu. Depuis ce matin, on a un emploi du temps de ministre, puisqu'on est minuté à chaque instant. Alors, on embête surtout Raphaël, parce que c'est lui qui fait les dédicaces. Oui, c'est Henri qui fait les plus longues. Et donc, toutes les 5 minutes, je lui dis, il te reste 2 minutes, 3 minutes, etc. Ouais, c'est lui qui me minute, en fait. Parce que... Voilà, moi, je fais des blagues et je bois un coup. Donc, et lui, il assure le spectacle derrière. Ouais. Pour que les personnes patientent quand elles attendent les dédicaces. Donc, en fait, pour l'instant, c'est bien réglé. Ça va, vous vous articulez bien entre vous, du coup, c'est parfait. Professionnel. Très bien, à mourir entre les bras de ma nourrice, c'est en sélection. Elle est en sélection pour le Fauve Polar SNCF. Il y a certaines personnes dans le chat qui étaient surprises de voir des sélections tardivement, vu que j'avais déjà eu Raphaël l'année passée. Mais en fait, elle venait de sortir, donc du coup, pas le temps d'être en sélection. Cette fois-ci, c'est bon, c'est le moment. Quand est-ce que vous aurez la réponse pour le Fauve Polar SNCF, savoir si vous avez le prix? Ce soir, entre 19h30 et 20h30, normalement. Je croise les doigts pour vous. Pendant la cérémonie aussi. Il y a 2 écoles. Il y a les gens qui veulent savoir avant, afin de ne pas y aller si jamais ils vont pas. Et il y a ceux qui ne veulent pas savoir et qui veulent la surprise en direct. Voilà. D'accord. Et alors, qui fait partie de quel team? Faudrait qu'on vote en fait parce que. Je sais déjà que je suis en minorité, donc on dira pas ce qu'on fait. On va l'obliger à venir en fait. On va attendre gentiment. Il y a les gens sociables et il y a les misanthropes, mais je ne dis pas qui est qui.
Bien évidemment. Alors, donc, pour faire les présentations, donc, tous les trois, vous êtes auteurs de la bande dessinée À mourir entre les bras de ma nourrice. Raphaël Pavard, qu'on avait reçu l'année dernière, est au dessin, et Marc Équessol, plutôt au scénario. Et en fait, Henri Scala, vous étiez commissaire de police pendant 20 ans. Je le suis toujours. Très bien, vous le êtes toujours. Et depuis 30 ans, en fait, maintenant, parce que le temps passe. Ah bah oui, le temps passe, bien évidemment. Et donc, du coup, vous vous êtes mis à trois pour faire cette œuvre. On écrit ensemble et on se nourrit beaucoup des expériences, des véritables expériences de la criminalité de Henri. Après, on transforme, on romance, etc. Mais on se base beaucoup sur ce qu'il a vécu. On peut faire des polars totalement fantaisistes et ça peut être super. Nous, on a décidé de faire des choses réalistes qui racontent notre société. Et à chaque fois, c'est des facettes un peu différentes de la société et de la criminalité qu'on évoque. Justement, je pense que c'est le moment pour que vous me racontiez un petit peu À mourir entre les bras de ma nourrice, de quoi ça parle. Eh bien, j'y vais ? Ouais, vas-y. Donc, les gens ne savent peut-être pas, mais alors, si vous voulez être dealer aujourd'hui, ne gardez pas la cam chez vous. C'est très naïf. Un vrai professionnel la fait garder par autrui. Comme ça, quand on perquisitionne chez lui, il n'a rien. Et donc, la personne qui est chargée de garder la cam, le matos, qui peut être aussi des armes ou du cash, et évidemment de la drogue, on appelle ça dans le jargon une nourrice. Or, généralement, les dealers dans les cités, on parle des cités, nous, il n'y en a pas que dans les cités, mais il y en a beaucoup dans les cités. Enfin, l'essentiel de leur activité se passe en cité. Ils vont s'adresser à des gens qui ont besoin d'argent. C'est pas très rare dans ces endroits-là. Et dans notre histoire, c'est l'histoire d'une maman qui élève seule ses 3 enfants et donc qui a des problèmes d'argent. Et un jour, des mecs débarquent et lui demandent de garder une malle. Mais comme ça se fait, tout ça est documenté, hein, c'est pas fantaisiste. Elle refuse, puis elle va finir par accepter. Contre rémunération. Alors, les dealers ne payent pas toujours. Parfois, ils contraignent, mais parfois, ils payent vraiment sur une base régulière, toutes les semaines, etc. Et ils ont la clé de l'appartement avec des horaires affectés pour venir. Évidemment, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est ouvrir cette malle qui est fermée à double tour. Et notre héroïne va accepter et elle va mettre les doigts dans un engrenage assez compliqué. Et donc, à travers elle, on fait à la fois la photographie du deal en cité. Et en même temps, on fait aussi le portrait d'une femme qui n'est pas du tout faite pour ça et qui va devoir improviser en permanence parce qu'elle va se retrouver au milieu d'une guerre qu'elle n'avait pas prévue et pour laquelle elle n'est pas faite. Merci pour ce résumé. Je sais que ça a beaucoup donné envie à mes téléspectateurs parce que forcément, je parle beaucoup des bandes dessinées que j'ai appréciées tout au long de l'année. Donc, je pense qu'ils sont ravis de vous retrouver aujourd'hui. Henri Scala, Marc Équessol, vous formez un duo en bande dessinée. Vous avez déjà fait 3 BD ensemble. C'est la 3e. Et c'est pas terminé. Comment ça s'articule, votre travail ? Alors, comment ça s'articule ? C'est variable en fait quand même d'une BD à l'autre, mais en général, on se met d'accord au départ sur une histoire ou un thème. En règle générale, la plupart du temps, on essaie de mettre les éléments, j'allais dire, de structure, les grandes lignes de l'histoire et du background de police. Qu'on met en. Et puis, globalement, on essaie de dire qu'est-ce qu'on veut raconter. Entre guillemets. On veut raconter, là en l'occurrence, l'histoire d'une personne toute seule, isolée dans un bordel absolument invraisemblable, sous pression à la fois des dealers, des policiers, des machins et son environnement. Dans d'autres histoires, c'est pas forcément exactement la même histoire. Mais toujours est-il qu'on se met d'accord sur une thématique. Généralement, on commence par inventer la narration, enfin inventer le fil de l'histoire elle-même. Et puis ensuite, là, il y a un plus gros travail, c'est qu'il va falloir découper. Donc là, c'est beaucoup Marc qui fait quand même le travail. Parce que moi, d'abord, j'ai un travail à côté. Oui, il a un métier. Il s'occupe d'arrêter des vrais méchants. Donc du coup, lui, il va quand même essentiellement produire, une sorte de séquentiel dans lequel on va découper complètement cette histoire pour la rendre BDisable, si j'ose dire. Et puis une fois que c'est fait, alors on attaque généralement les parties rédactionnelles. La plupart du temps, alors c'est variable d'une BD à l'autre parce que les parties police sont plus ou moins importantes. Donc je rédige les parties police et rédige les autres parties. Puis après, ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce qu'en fait on ne réécrit presque jamais ce qu'a écrit l'un ou l'autre. J'allais justement vous demander cette question. J'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas de solution de continuité. Non. De manière importante entre ce qu'on écrit l'un ou l'autre, entre guillemets en matière de dialogue, etc. Après, c'est un peu logique parce qu'en fait, comme on essaie de faire des dialogues comme les gens parlent normalement,
Et comme on connaît, j'allais dire, dans le travail, etc., il n'y a pas de style particulier, en fait, entre guillemets. C'est un style parlé, et c'est le style des gens qui doivent parler. Donc, en fait, pour ça, je trouve ça s'articule. Je me suis jamais posé la question de me dire, merde, en fait, il y a un style complètement différent d'une partie à l'autre. Non. Et ça se voit pas du tout, en fait. La césure se voit pas. Et les flics vont pas parler comme les dealers qui vont pas voilà, parler donc comme de toute Fatou, façon, etc. c'est pas grave, en fait. Du coup, de ce point de vue-là... Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on écrit un scénario pour le dessinateur. Le gros boulot, c'est de donner envie au dessinateur de le faire, évidemment à l'éditeur et au dessinateur. Donc il faut être inspirant quand même. Et pour ça, on écrit page par page qui se passe. Vous savez, la bande dessinée, c'est vraiment un art. L'unité de valeur, c'est la planche. C'est un beau dessin, plus un beau dessin, plus un beau dessin. Ça fait pas une bande de... C'est la planche, la page en entier. Et on la tourne. Et après, on a 2 pages face à face. Donc, puisqu'on guide le regard du lecteur, on le manipule. On le manipule parce qu'en fait, il pourrait lire très vite, comme il pourrait prendre vraiment son temps, mais grâce à ça, et au dessin et au scénario, évidemment, c'est un tout, on arrive à rythmer le regard et à faire danser les yeux du lecteur à travers les planches. Donc il faut qu'il y ait une forme de fluidité, puis tout à coup, c'est interrompu. Et puis, le plus grand pari qu'on va faire en tant que scénariste, nous, c'est à quel style graphique on va confier notre histoire. Je dis style graphique, je ne parle pas de dessinateur pour le moment. Par exemple, on peut vouloir, comme pour notre premier roman graphique, un style avec un peu de rondeur, très stylisé. Le deuxième, au contraire, de la délicatesse. Et là, on voulait, comme on savait que ça se passait en cité et que ça pouvait être un côté oppressant et claustrophobe, on voulait quelque chose de saisi sur le vif pour donner de la vie. Or, on avait vu les travaux de Raphaël qui s'étaient présentés à nous, et dans les boulots qu'il avait fait, il y avait des carnets de voyage. Et ça nous plaisait d'avoir l'idée de cette idée de carnet de voyage. Hop, on prend les trucs sur le vif, les personnages, on les croque. Et donc, on lui a proposé ce deal. On lui a dit, écoute, si c'est ça, si tu peux faire ça, on te prend. Oui, c'est ça, tu parles comme le méchant. On est emparé. Et il faut bien comprendre que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que notre histoire soit transcendée par le style graphique. C'est qu'elle soit encore meilleure. C'est un peu comme quand vous écrivez une chanson, vous voulez que l'interprète il en fasse un truc encore meilleur que ce que vous avez fait. Et là, il y a des bonnes ou des mauvaises surprises. Là, c'est une bonne surprise. Et justement, Marc, je t'ai entendu en interview, tu disais que le dessin, c'était presque plus important encore que les scénarios. Tu as dit ça, je ne suis pas trop d'accord, parce que sans le scénario, les dessins n'existent pas. Je ne suis pas d'accord avec moi-même quand je dis ça. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Les gens en bande dessinée sont très conservateurs et achètent la BD pour le dessin. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dise je l'achète pour le scénario. Ils achètent toujours pour le dessin. En revanche, ils restent pour l'histoire. Ils vont rentrer par le dessin et ils vont rester pour l'histoire. Après, ça dépend, parce que je pense que pour tout ce qui est biographie, fait historique, etc., là, ils vont peut-être plus se diriger vers le thème. Ça devient un gage de sérieux aussi. Mais pas pour le scénariste. Oui. C'est-à-dire qu'on est à Angoulême. Je me permets de te tutoyer, fais le test, demande de citer des scénaristes de bande dessinée et tu vas voir que la plupart des gens sont des gens morts. Des contemporains, il y en a ou des très anciens. Ouais. Et pourtant, nous, on est bardés de prix. Donc, les gens, ils rentrent. Et je comprends, hein, moi aussi, c'est le dessin qui. Il y a plein de gens qui disent non, ça, je l'ai pas lu, j'aime pas le dessin. Il m'a quand même fait un effort. Donc, les gens sont. Donc voilà, ils rentrent par le dessin, mais ils restent pour l'histoire. Et donc, c'est là que vous avez contacté Raphaël. Raphaël, comment ça s'est passé pour toi? C'est lui qui nous a contactés. Ah oui, voilà, c'est ça, bien sûr. En fait, c'est moi qui t'ai envoyé un mail. Eh ben c'est ta sœur. Enfin voilà. Après, je sais pas si c'est très intéressant. Si c'est pas moi, c'est ta sœur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sa sœur qui est mariée à un ami d'amis, etc. de l'école. C'est un peu compliqué, mais c'est. On cherchait nous un dessinateur parce qu'on n'en avait pas. Donc du coup. Ouais, c'est un jour, c'est ça. Je reçois un mail et puis des scénaristes qui bossent déjà, qui sont en contact avancé avec un très bon éditeur, donc Glénat. Et puis voilà, j'ai fait une candidature, genre de candidature spontanée en envoyant un PDF, voilà, mes dessins, etc., ce que je faisais. Et puis, suite à ça, on a commencé à échanger, à faire des planches tests. Enfin, ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain, toi, que tu signes, en fait. Parce ça qu'en leur plus, plaît, toi, c'est ta première bande dessinée, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un challenge pour toi. Oui, un double challenge, parce que c'était la première, et en plus, c'était un univers qui était assez éloigné de ce vers quoi je penche naturellement. Mais rétrospectivement, ouais, c'est un bon casting en fait. Enfin, le fait qu'il m'ait pris pour quelque chose qui n'était pas vraiment mon univers, ça a ajouté quelque chose. Ça m'a obligé moi à aller ça t'a obligé à te renouveler, à trouver d'autres façons de faire, et puis aussi peut-être à te renseigner sur les codes de la bande dessinée. J'ai toujours aimé en fait faire du storyboard à l'école, raconter des histoires, aller vite, etc. J'adore, je croque, je dessine tout le temps. Mais me plonger en fait comme j'ai pu le faire dans un univers qui n'a rien à voir en fait, un univers urbain. Moi je fais plutôt des trucs imaginaires, voilà,
des châteaux, des monstres, etc. Et donc là, je me suis mis à étudier, je me suis même passionné. Tous les dessinateurs veulent faire des châteaux, des monstres, il faut le savoir. Dessiner des cités, de la drogue, spéciales. des Twingo, des arrêts de bus, les mecs ils veulent pas. On les Voilà, a pas ça. dirigés vers ça Alors, dès le par début. Ouais. Je me suis pas passionné pour les Twingo non plus. Par contre, j'ai fait des voilà, Mais t'es pas passionné de drogue non plus, quoi. Non, mais je me suis obligé de. J'ai étudié, par exemple, j'ai regardé des vidéos de montage, de démontage d'armes en fait, des trucs. Lui, il m'a envoyé sur ma boîte mail des photos de Kalachnikov et de. Waouh. Ce qui fait que je pense que je suis surveillé depuis ce temps-là. Il est ma boîte fiché mail. depuis. Ça, éventuellement, par le Ouais, réseau c'est ça. échelon. Mais Il faut faire quelque chose. Il est fiché depuis tout ce temps. Hein. je voulais que ce soit crédible, donc voilà, j'ai étudié comment ça fonctionne, le percuteur, etc. Parce que on a ce point commun en fait d'être très perfectionniste et de vouloir, pour que ça marche, aller au fond des choses et puis creuser les détails. Marc, il a étudié des choses. Il va vous raconter. Moi, j'ai regardé des tutos comment on fait des tresses africaines, donc comment on fait les armes, comment fonctionne l'architecture en cité, etc. Plein de choses en fait. Donc ça a été ton travail de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta documentation? Combien de temps ça t'a pris? Comment tu as fait pour rendre cette bande dessinée qui est vivante? Parce que vous l'avez dit tous les deux, c'est quelque chose de réel en fait. C'est inspiré de faits réels. Oui, parce que c'est pour ça que on peut ne pas se documenter pour une BD et partir dans un truc complètement live. Là, il se trouve que c'est un peu la promesse. On dit aux gens, c'est une histoire totalement inventée, c'est romanesque, mais c'est nourri absolument du réel. Et si vous voulez avoir une petite photographie. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que, et je te laisse la parole, les dessinateurs sont quand même des gens un peu particuliers. Non, mais je te pointe du doigt. C'est quand même des Ostrogoths, c'est quand même des Olébrius, un peu obsessionnels. C'est pour ça qu'on les aime. Donc, du coup, il est parti dans un délire. Mais c'est super, hein, mais ça nourrit énormément l'histoire. Mais après, chacun le fait comme il veut. Je te laisse la parole pour raconter un peu ce que tu as fait. C'est comique. En fait, les gens qui ont suivi, l'an dernier déjà, ils ont un petit peu entendu parler de mes névroses et des trucs que je travaille comme ça. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Pierrick Pons s'il regarde parce qu'il m'a dit qu'il attendait le live, etc. Bonjour Pierrick. Avec impatience. Oui, en fait, la base, le scénario, c'est quelque chose de précis, de presque documentaire, donc c'est censé se passer, ça se passe près de Grenoble. Et moi, à la fois pour pas stigmatiser un peu un quartier et aussi pour que chacun puisse s'identifier de n'importe où en France, j'ai recréé un petit peu, j'ai utilisé des éléments de Grenoble, etc. Parce que Grenoble, c'est intéressant, c'est une ville qui est enfermée, donc il y a la montagne, il y a la cuvette, etc. Grenoblois. Oh là là, Timothée au son qui est grenoblois. Bon. Mais très belle ville, mon frère, il y a 8. Et j'ai voulu aussi pouvoir manipuler en fait ce décor, c'est-à-dire pouvoir me balader dedans, balader mes caméras, sachant ce qui allait se passer, puisque voilà, je pouvais savoir quelle scène allait se passer, quelle action, etc. Donc j'ai créé de A à Z la cité dans laquelle se passe l'action, où vit Fatou. Et j'ai rajouté, parce que j'ai commencé d'un petit plan sur une feuille A4 de cette cité que j'ai créée, enfin de cet immeuble qui est le sien. Et puis après, je me suis dit, par la fenêtre, là-bas, on va apercevoir l'autre immeuble, donc il faut que je crée cet immeuble. Entre les deux immeubles, on va voir les places de parking là-bas. En fait, il a presque fallu faire un plan, une carte. J'ai fait un énorme plan qui prend tout le... qui est magnifique d'ailleurs. Il y a la totalité de la cité qui est complètement avec des feuilles qu'il a. Oui, c'est ça. J'ai rajouté plein de petites feuilles, plein de bouts de scotch. Et il a fait le plan de l'appartement en Lego pour que toutes les vues en fait soient cohérentes les unes avec les autres sur la totalité de l'album à l'intérieur de l'appartement, par exemple. Ça c'est fou. Ça c'est le perfectionnisme qui se voit à mon avis comme toujours, mais qui se voit pas toujours. Globalement, j'allais dire, sur tous ces aspects-là, tous les aspects détails, il y a beaucoup de détails dedans qu'on voit peut-être que nous, ou en tout cas on veille à ce que tout absolument soit travaillé sur ces aspects-là. Et je pense que c'est ça qui donne la sensation de réalisme. Même si tous les lecteurs ne voient pas les mêmes détails, et si même certains ne les voient pas, mais le fait d'y avoir veillé, ça donne cette ambiance de réalisme. Si on veille pas aux détails réalistes sur ce type, en tout cas de fiction, globalement, en fait, on peut pas vraiment accrocher. À mon avis, ça permet de rentrer dedans. Et en même temps, je me permets de compléter. Donc, on a tout ce travail de réalisme, etc. Et en même temps, de temps en temps, Raphaël s'affranchit du réalisme, puisqu'au point de vue couleur, ça devient par moments totalement irréaliste et ça donne une couleur poétique, émotionnelle, qu'on n'avait pas du tout anticipé, parce que là on fait un peu les malins, prévu, on avait prévu Raphaël, les couleurs pas du tout. Tac, ça va bien se passer, mais ça c'était pas prévu, et c'est la bonne surprise. Ouais. C'est la bonne surprise, quand à coup il dessine des personnages verts, les gens disent mais non, et puis ils l'ont lu, hein. Ils disent mais il n'y a pas de personnage vert, et bien sûr oui que c'est vert, mais sauf qu'on est tellement Mais pris c'est parce que ça fonctionne en fait. Oui, absolument. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait ça rajoute une couche sur l'émotion des personnages. La couleur donne l'émotion en fait, bizarrement.
Le dessin donne la réalité et la couleur donne l'émotion. C'est comme ça que tu t'en sers, Raphaël? Ouais, mais alors c'est pas. C'est expressionniste, c'est instinctif. Voilà, c'est ça. Je vais pas réfléchir, me dire tiens, là c'est froid, je vais mettre du bleu, etc. Ben, tout le monde connaît ces trucs-là, en fait, de couleur chaude, couleur froide. On s'habille comme ça, on se sent différemment selon la couleur, la chaleur qu'on voit à l'intérieur d'un bar. En fait, tout est jaune et tout est bleu à l'extérieur. Moi, j'ai voulu aller très loin là-dedans et donc prendre les couleurs telles qu'elles me venaient en fait sur l'aquarelle, sur la gouache, sur l'acrylique. Ce qui fait que oui, on s'est retrouvé souvent avec des verts, mais pas forcément froids, des fois des verts assez chauds ou avec ou même des bleus où je voulais éviter de tomber dans le misérabilisme. En fait, c'est une histoire qui se passe en cité, c'est une femme pauvre. On voulait éviter le cliché, la tristesse, que ce soit glauque, etc. C'est très difficile pour elle, mais on peut le raconter avec des oranges, avec des roses, avec des jaunes, etc. Et puis, finalement, c'est ma palette naturelle. Je vais toujours arriver dans des oranges, des bleus. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Si je fais de la peinture, je fais aussi de la peinture. Donc ça finit par se voir, ces couleurs finissent par ressortir d'elles-mêmes. Parce que justement, vous le dites depuis tout à l'heure, en fait, il fallait qu'on puisse, fallait pas tomber dans le misérabilisme, il fallait aussi que ça soit réaliste, parce que de toute façon, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc décidément, il faut que ça le soit. Et puis en plus, il faut que toutes les personnes qui puissent le lire, ça peut vite tomber dans le vulgaire, ou ça peut puisse être, ça se passe pas comme ça vraiment dans la vraie vie, ou ça peut vite être insultant pour certaines personnes. Et donc, du coup, ça doit être délicat, en fait, d'avancer sur ces pierres chaudes. Alors j'ai une anecdote sur ce sujet. Il se trouve qu'on a, au cours d'un festival, je suis allé dans une classe de la deuxième chance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des classes pour les gens qui sont déscolarisés. Ce sont des classes pour les gens qui sont déscolarisés et qui veulent réintégrer un parcours scolaire. Donc parfois des gens qui ont entre 18 et 35 ans. Et il se trouve que la classe dans laquelle je me trouvais, il y avait beaucoup de gens issus de l'immigration. Et il y a une dame, donc ils avaient tous lu la BD. Il y a une dame qui m'a apostrophé, maghrébine, qui me dit oui, pourquoi vous montrez. Alors, je fais l'accent très mal. Pourquoi vous montrez. Je vais pas le faire parce que sinon je vais être cancellé. Pourquoi vous montrez des gens dans les cités qui vendent de la drogue? Moi, personne ne rentre chez moi. Je lui dis oui, mais vous êtes sans doute quelqu'un de très fort et très honnête, mais vous êtes un personnage de fiction inintéressant. Évidemment, c'est plus intéressant de voir quelqu'un qui laisse rentrer. Et je lui ai dit regardez, ne me dites pas que là où vous habitez, ça n'existe pas, et ne me dites pas que vous n'êtes pas la première victime en tant qu'habitant de ce genre de trafic. Elle a dit oui, et à partir de là, tout s'est décoincé, et ça s'est très bien passé. Ouais. Et donc, si on fait notre boulot de réaliste, et qu'on ne montre pas des cités avec des gens issus de l'immigration, on pipote. C'est pas vrai. Sinon, on se retrouve sur la télévision française, qui n'a aucun rapport avec le réel. Nous, on décide de le faire, et on montre qu'en plus, les gens qui y habitent sont les premières victimes. Mais si vous voulez un truc avec des gens qui s'appellent Rémi et Mathieu en cité qui deal, ça ne sera pas pour nous, ça n'a pas de sens. Et point important, parce que ça c'est vraiment un truc qu'on a en commun, quand on construit les histoires, on porte aucun jugement en fait sur les personnages concrets. C'est des personnes qui se retrouvent qui sont dans l'environnement réel et qui se retrouvent dans des situations. Après, individuellement, ils font des choix ou pas des choix. Et ensuite, on raconte comment ils s'en sortent, comment ils se débrouillent. Je viens dans Gosse 111, si on regarde bien, le gars, il fait de très très mauvais, qui était la première qu'on a fait. Le gars, il fait des très très mauvais choix. Le flic, il n'est pas pourri, mais par contre, il est vraiment franchement dysfonctionnel en termes de policier. Il n'y a pas un personnage, si je veux dire, qui fait ce qu'il doit faire dans la vie. Et au final... Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais en fait, on essaie de montrer la complexité des choses. On se préoccupe. Je dirais, à la limite, on se préoccupe justement absolument pas de cet aspect-là, et c'est justement ce qui fait, de mon point de vue, qu'il n'y a aucun jugement sur les personnages. Et même les dealers parce qu'on s'en préoccupe jamais. Je me suis jamais préoccupé des problèmes de diversité dans cette BD-là, parce que ça n'a pas de sens. On ne s'est pas occupé des problèmes de violence faites aux femmes. On n'a pas dit on va en parler. Non, Or, en fait, on en parle. Vous en parlez. On ne s'est pas dit on va parler de la radicalisation. Or, en fait, on en parle. Mais jamais on s'est dit tiens, putain, on va mettre un bout avec un... On s'est même pas posé le problème. En fait, on raconte l'histoire dans un environnement réaliste. Et après, les personnages ont leur vie propre et ont leur responsabilité individuelle, entre guillemets. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur moyen en fait, de raconter les choses, parce qu'il n'y a pas de jugement dedans. Et c'est ça qui est le plus intéressant, de mon point de vue, parce que c'est plus simple. Sinon, c'est cauchemardesque. En fait. De toute façon, sinon, ça aurait été très mal perçu. Exactement. Si ça avait été ponctué de jugement, je pense qu'il ne faut absolument pas tomber dans cette chose-là. Et au contraire, s'en servir comme outil, en fait. En fait, initialement, c'était une série qu'on avait écrite. Jamais à la télé française, on aurait pu faire ça avec autant de liberté. C'est pour ça que la BD, c'est un endroit précieux en France, parce qu'on fait ce qu'on veut. Ça, c'est vrai. Et c'est une liberté qu'il faut chérir. Là, j'aurais fait ça. Moi, j'ai travaillé pour la télé, et à la télé.
Et c'est une tannée. On fait réécrire 500 fois le truc. 500 fois, sûr, et machin. Et ça serait devenu débile au bout d'un moment. Et en plus, ça aurait perdu son sens, et c'est pas pour autant que ça aurait été mieux. Et c'est frustrant de voir un projet s'échapper de ses propres mains. C'est l'histoire de ma vie, c'est pour ça que je ne fais plus de télé. Mais moi, je le comprends, et c'est bien pour ça que je fais pas de télé non plus. Moi, j'ai entendu, j'étais à une réunion dans une grande chaîne que je ne nommerai pas du service public qui finit par 2, où les mecs ont dit, de toute façon, les Français sont des cons. Je dis, bon, bah, on va arrêter cette réunion, quoi. Donc là, nous, on y va avec cette liberté. Et par ailleurs, par exemple, à un moment donné, je fais un peu de spoil, le chef des dealers qui va convaincre Fatoumata de faire la nourrice, il a des arguments absolument rationnels et probants. Il lui dit, t'as une vie de merde, t'as besoin d'argent, j'ai de l'argent pour toi. Il est très éloquent, il n'y a pas de violence. Il lui dit, t'as fait des choix de merde dans ta vie, t'as fait 3 gosses à un mec qui s'est barré, est-ce que tes enfants doivent subir tes choix pourris? Oui, ils portent pas de Enfin, les scénaristes, Marc et Henri, n'ont pas porté de jugements moraux. Même si, évidemment, ils ont leur idée, ils ont leur conviction, mais il fallait que chaque personnage, justement, ait ses raisons. Et mon frangin, qui est à Grenoble et journaliste, il a fait une interview comme ça d'un gros trafiquant, justement, qui lui a accordé Et le gars, c'est un chef d'entreprise, en fait, quoi. Bah oui, lui-même, il bosse, il a des comptes, des livres de comptes, il fait les... Donc voilà, moi, de mon point de vue personnel, c'est un gros salopard, mais... Oui, parce qu'il utilise la violence et la coercition. Et d'ailleurs, par parenthèse, parmi les trucs que j'ai fait, j'ai lu des PV, des auditions de dealers, et on a retrouvé des comptes. Les mecs font les comptes. Vous voyez les sommes en jeu, c'est du délire. Mais on me suis farci ça. Combien ça rapporte, qui c'est qui touche quoi, comment ils distribuent, parce qu'il y a des mecs qui se sont fait gauler avec leur livre de compte. Classique, c'est scénariste, tombe là-dessus. Oui, la classique, quoi. Hein, bien sûr. Là-dessus, c'est un bonheur quand tu es scénariste. Al Capone. Mais c'est classique. Mais donc, du coup, on n'a pas ressenti du tout. En tout cas, nous, on n'a pas du tout cette inquiétude-là quand on le fait. Parce mais quand même, on l'aurait, merde, au bout d'un moment. On fait ce qu'on a envie de faire, tu vois. Voilà, et puis en plus, on n'a vraiment pas du tout d'intention de quelque nature que ce soit. Donc, du coup, à part raconter des histoires réalistes et intéressantes, évidemment. Et justement, Henri Scala, tu as été... je me permets de tutoyer tout Avec le monde. Plaisir. Vas-y, commissaire général. Monsieur le commissaire, je me permets de tutoyer. C'est la première et la dernière fois de ta vie, ok? Ok, je ne le referai plus. Commissaire de la police nationale pendant des années. Jusqu'où tu vas pour piocher dans la réalité de ce que tu as vécu, de ton travail, dans À mourir entre les bras de ma nourrice? Après, c'est assez simple, hein, en fait. Moi, j'ai maintenant 30 ans de carrière. Sur 30 ans, tu connais, tu vois, tu vis des centaines et des centaines de situations. Donc au bout d'un moment, j'allais dire, quand on l'insère en fait à l'intérieur d'une fiction, c'est plein de bouts en fait qu'on vole à la réalité. J'allais dire, c'est le yaourt avec des vrais morceaux de fruits dedans, comme on dit. Donc c'est la fiction avec des vrais bouts de réalité. Il y a des morceaux à l'intérieur, qui peuvent être qui peuvent être décontextualisés, mais tirés de la réalité, des dialogues, des situations particulières, des rebondissements même parfois. Donc du coup, c'est comme ça en fait, et ça, c'est l'avantage. Alors pour moi qui suis un peu paresseux, c'est qu'en termes de documentation, j'ai pas de travail à faire. Si j'ose dire, quand on constitue l'histoire, parfois il me dit il y a tel truc qui est pas cohérent, comment on va s'en sortir? T'as vu le type, son téléphone il l'a acheté, donc il peut plus le réutiliser. Ah ouais, t'as raison, putain, mais ça marche pas. Bon bah. En fait, là, pour le coup, je vais chercher, je me dis, mais si, on va faire comme ça. Le type, quand le type, il fait ça, d'habitude, il rachète un boîtier, mais les types, ils le retrouvent de telle manière parce qu'ils mettent l'écoute sur sa copine et que forcément, ils rappellent la copine assez rapidement. Et donc, du coup, on retrouve le nouveau téléphone. Donc, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on vit quand on est dans les services d'enquête. Moi, sur l'ensemble de ma carrière, j'ai fait 20 ans en fait dans des services d'enquête. Donc du coup, là, on accumule des quantités. Il suffit juste d'avoir une bonne mémoire. En fait. Une bonne mémoire, j'allais y venir justement quand même. Parfois, moi, je l'appelle, je lui dis, écoute, ça nous arrangerait à tel moment qu'il y ait tel genre de truc. T'as pas ça en stock dans toutes tes aventures. Voilà, il dit, ah ouais, alors, attends, si, il y a des trucs qui se font et hop, on goupille. Mais c'est un peu le catalogue. Je vais lui Donc chercher. En fait, finalement, l'histoire de Fatou dans À mourir entre les bras de ma nourrice, c'est pas une histoire, c'est des centaines d'histoires, des centaines de personnes. Elle incarne tellement de personnes, tellement de femmes aussi. De toute façon, j'allais dire, les 3 histoires qu'on a pu raconter, c'est exact. Enfin, c'est la thématique, c'est qu'on a raconté l'histoire d'un indicateur de police manipulé ou mal manipulé, si j'ose dire, dans un premier temps. On a raconté l'affaire d'une jeune policière qui arrive dans un service, et ça, il y en a des milliers qui sont arrivés jeunes dans des services. On a raconté l'histoire d'une nourrice dans une cité. Et effectivement, c'est l'agrégation en fait de plein d'histoires. Après, la thématique qu'on essaie de raconter, elle est toujours, et c'est le principe du roman noir, c'est qu'on raconte la vie derrière le roman de genre. Et là, on raconte une fille qui s'émancipe. La fois d'avant, une jeune femme
qui avance dans la vie et qui se développe. Qui devient adulte. Qui devient adulte. Dans la première histoire, un type qui est en galère, qui se libère et qui en plus renverse la situation, un maître, un élève. Désavantage, c'est le maître et l'élève qui s'inversent. Donc en fait, c'est ces histoires-là qu'on raconte. En fait, bon, après, il y a quand même un truc, je tiens à dire, c'est que quand on a inventé cette histoire, moi j'étais très en colère contre les hommes. Et secrètement, et je le dis juste pour les gens qui sont sur Twitch, je me suis dit, on va raconter l'histoire d'une femme qui, au fond, est entourée de plein de connards et qui va tous les mettre à l'amende. Mais c'est totalement improbable. Elle a raison. Et au fond, il y en a un qui... D'ailleurs, il y a des dégâts collatéraux, malheureusement, parce qu'il y en a un qui est plutôt sympa et qui va quand même manger. Mais il y avait un truc quand même... alors je lâche le mot, féministe, de genre, putain, ils me saoulent tous ces bourrins. Et de manière totalement improbable, et pas du tout... à coup de Kalachnikov, c'est pas son style. Non, mais clairement elle va pas. quand même régler le... Mais c'est une femme forte, c'est intéressant de voir ça de son Elle point est de vue à elle. Elle est très courageuse. en fait, surtout. Elle a beaucoup vécu. Moi, je me suis sentie transportée par le récit et puis j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle, tant dans l'écriture que dans la mise au dessin. Enfin, c'était très beau. Le truc invraisemblable, c'est qu'elle se met, entre guillemets, dans la merde toute seule en faisant des mauvais choix, mais ces mauvais choix vont l'obliger à se révéler à elle-même. Des mauvais choix qui sont un peu malgré elle et puis dans lesquels elle a été forcée de se retrouver. C'est là où on diffère parfois. Nous, on estime que c'est pas complètement malgré elle. Après, c'est un peu notre truc. On se dit finalement, les gens sont responsables de leurs choix. Non, mais pas complètement. Après, tout n'est pas, c'est pas manichéen comme regard, évidemment. Elle a un contexte mais dans lequel elle est c'est un peu... systémique. Oui. Si on doit refaire tout le monde. Oui. C'est vrai, mais par exemple, les gens ne le sauraient pas, mais moi j'ai fait la recherche. Elle ne fait pas ça pour des besoins d'argent parce que quelqu'un comme elle, qui vit en HLM à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, c'est quelqu'un qui va toucher entre 1500 et 2000 euros d'alloc par mois. Et les gens disent « Ah bon ?» Je dis « Mais oui, mais vérifiez, c'est en ligne, faites la simulation. » Donc elle a des besoins de sous, mais pas tant de sous que ça. À un moment donné, elle va un peu vers la facilité. Ça nous arrange parce que nous, dans cette histoire, elle va avoir tout un tas de problèmes qui découlent de là. Mais son gros problème, c'est que ses sous lui sont en partie kidnappés par son ex. Et c'est pour ça qu'elle est en galère. Ça, c'est un des... Justement, l'homme qu'on ne voit pas, mais qui est... C'est l'homme qu'on ne voit pas. Si jamais on fait une adaptation au cinéma un jour, on fait revenir son ex, ça va être chaud pour lui, je peux te dire. Parce que c'est le seul mec dont on n'a pas réglé le compte. Après, c'est vrai que c'est un monde ça me manque. où en fait, les filles sont courageuses et les hommes méchants. Globalement, quand on regarde l'ensemble, c'est pas... Et pourtant, on l'a pas voulu comme ça, forcément. Alors peut-être que c'est juste que c'est la réalité. Comme on voulait décrire la réalité, on est tombé là-dessus. Et donc, ce qui ressort de cette histoire, vous l'avez dit plusieurs fois tous les trois, c'est que personne n'est vraiment bon ou mauvais. Donc, c'était vraiment important pour vous de ne pas tomber dans le manichéisme. On en a parlé décidément. J'aimerais qu'on parle de ce titre, « À mourir entre les bras de ma nourrice ». C'est original et surprenant. Comment vous l'avez trouvé? Alors qu'on risque à la pointe du doigt Henri. C'est lui. Écoute, c'est Marc qui l'a trouvé le titre. Marc Ekers. C'est un extrait d'une lettre de Madame de Sévigné. Donc ça n'a absolument aucun rapport avec notre histoire. Mais à cette époque-là, j'étais fan d'un film que les gens, j'invite à le voir s'ils ne l'ont pas vu, qui s'appelle « De battre, mon cœur s'est arrêté », qui est un film de Jacques Audiard, avec un très beau titre, « De battre, mon cœur s'est arrêté ». Et les gens oublieront peut-être que en fait, ça vient d'une chanson de Jacques Dutronc. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc moi, je voulais un titre un peu comme ça, qui ne fasse pas polar, qui ait une forme de poésie. Et donc je cherchais des choses autour de la nourrice et je suis tombé sur cette lettre de Madame de Sévigné, dont la phrase véritable c'est j'aurais préféré à mourir entre les bras de ma nourrice, j'aurais eu moins de soucis. Et je dis waouh, il y a une espèce de mystère et de poésie là-dedans, où il y a le mot nourrice, il y a le mot mourir. Vas-y, c'est ça. Et j'aurais moins de soucis. Et j'aurais moins de soucis. Et je voyais un petit peu déjà graphiquement ce que ça pouvait représenter de beau et d'étrange. Et quand on choisit un titre, c'est important de donner envie. Alors peut-être c'est pas le cas parce qu'il y a des gens qui nous ont reproché qu'il soit trop long. Mais nous, on l'aime parce qu'il est improbable et intriguant. Et puis c'est vrai que finalement, ça nous a imposé cette dimension poétique, en fait, d'avoir un titre comme ça. C'est à la fois mystérieux et puis presque littéraire, quoi. Ça nous a aussi beaucoup embêtés parce que ça prend beaucoup de place sur la couverture. Les gens auront plus de mal à le retenir, etc. C'est clair. Mais c'est joli, quoi. C'est très joli. Là, la BD, ça fait 1 an maintenant qu'elle est sortie. On en a déjà parlé l'année dernière en live, justement. Comment ça a été reçu? Est-ce que vous avez eu des retours des lecteurs? Oui, on est bardé de prix, mais on préfère avoir des lecteurs que des prix parce qu'on ne sait plus quoi en faire des prix.
Excusez-nous. Non, mais en fait, il est un peu snob. Non, mais je dis ça pour. Dis donc, je finis ma coupe de champagne sur ces belles paroles. Je dis ça pour les Twitchers, je sais pas comment on les appelle. Faire des BD en France aujourd'hui, c'est pas si difficile que ça. Il y a beaucoup d'éditeurs, on peut en faire. La difficulté. Il faut traverser la rue, quoi. Il faut traverser plusieurs rues. Il faut traverser plusieurs rues. Mais la difficulté, c'est d'émerger, parce qu'il y en a 5000 par an. Il y a énormément de sorties. Ouais. Donc c'est pas l'affaire qui est difficile, c'est d'être vu parmi les 5000. Et là, du coup, il a une jolie carrière. Un an après, on est sélectionné, donc évidemment, on est un peu gâté et on est content. Quelque chose d'autre. Raphaël, tu avais commencé à prendre le micro. Par rapport à la réception des lecteurs. Ouais, bon retour. Si, on a vraiment des retours incroyables. Ouais. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la critique en général, pour moi, c'est quand même rare de sortir, parce que rien ne plaît à tout le monde. C'est rare d'avoir sortir un ouvrage et d'avoir, j'allais dire, 99,99 retours positifs. Non, voire même si tu très plais, positifs. Tout le monde, faut te remettre en question. Ça, il va prendre la grosse tête après Raphaël. Non, mais c'est la réalité. On a très 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 bon retour, un très bon retour critique, et puis après. Voilà, on va se relancer avec Angoulême cette année, j'en suis sûr. En tout cas, on vous souhaite une très bonne chance pour ce soir à la remise des fauves. De toute façon, déjà être en lice, c'est très chouette aussi. Bravo pour cette année avec ce titre, À mourir entre les bras de ma nourrice. Est-ce que vous avez des projets à venir, peut-être ensemble, séparément, Raphaël ? Pour l'instant, séparément. Après, tu es en train de teaser un truc sur ton Instagram, parce que je te suis maintenant. Donc, mais je tease un peu... Je suis un gros teaser, en fait, il faut le dire ça. Il a du mal à pas parler de son travail. Mais non, mais le gars est obsessionnel, il dessine tout le temps. Je suis reparti avec Léna sur un projet sur une BD, en fait, un album, donc un one-shot, une histoire une grosse centaine de pages, une BD historique, couleur directe toujours. C'est vrai ? Oui, couleur directe. Et là, cette fois, je vais pas mettre 10 millions à la faire comme celle-ci, parce que ça ne sera pas valable pour moi. Et puis, il faut aussi que je vais pas dire surfer, mais bon voilà, il faut qu'elle sorte pendant que les gens justement attendent, certaines personnes attendent un petit peu la suite. Et j'en dis pas trop, mais voilà, ça se passe dans les années 30 et il va y avoir de la couleur directe. Voilà. Ok, très bien, j'ai très hâte. Et si c'est chez Glénat, du coup, j'espère qu'on pourra en parler à nouveau ensemble. Normalement, voilà, si tout se passe bien, j'espère, je croise les doigts pour Angoulême dans 2 ans. Oh, ça me ferait vraiment plaisir. Henri Scala. Et pareil, tous les deux, alors moi, j'ai avec Marc une BD qui doit sortir au mois d'août, de mémoire. Qui s'appelle IRL, qui sera notre 4e polar, ou en tout cas milieu criminel ensemble, qui est une histoire d'adolescent dans le dark web, qui est très documentée aussi sur des vrais trucs. Et moi, à titre personnel, je sors une bande dessinée dans moins d'1 mois, chez Grand Angle cette fois, avec un jeune dessinateur dont ça sera la première, comme c'était la première pour Raphaël, parce que j'aime bien travailler avec des, entre guillemets, débutants qui savent pas encore qu'ils sont super forts. Moi, je les exploite. Ah oui, d'accord, c'est pour avoir un sentiment de supériorité et les manipuler à votre guise. Pour ça, du harcèlement. Voilà, c'est ça, complètement du harcèlement, Raphaël, tu peux le dire. Ok, merci, j'ai très hâte de voir ce futur projet. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon interview, d'avoir partagé ce sympathique verre avec vous. Et je vous souhaite une bonne chance pour ce soir, j'espère vraiment. Et puis de toute façon, des prix, on ne sait plus quoi en faire. Je paraphrase. Faisons fi de ce fauve polar, finalement. Qu'est-il ? Je vous le donne. Parmi tous les prix, voilà, on vous le donne. Merci beaucoup. On va se retrouver dehors pour conclure cette 2e journée du Festival d'Angoulême. Merci à nouveau à tous les trois. Salut, merci. C'était très appréciable. Et on va se retrouver à l'extérieur pour faire notre magnifique conclusion de cette 2e journée où on reste là, Hicham, Tim, c'est plus pratique pour vous ? On peut tout à fait aller dehors. Moi, je vais aller dehors. J'ai dit je vais aller dehors. La caméra. Merci beaucoup pour cette 2e journée. Je vous ai plus avec moi. En fait, je vous avais plus avec moi. Je suis désolée, mais dans le bar, ça captait pas. Du coup, j'essayais d'obtenir le message Wi-Fi. J'envoyais des messages à Clara, mais Clara ne captait pas non plus. Du coup, je n'avais pas de code Wi-Fi, donc je vous ai pas lu. Je me sentais un petit peu seule, mais j'étais accompagnée, donc tout va bien. Merci beaucoup pour cette 2e journée au Festival d'Angoulême. Et demain, on se retrouve à... Non, c'est vrai ? 10h30.
Allez, on se retrouve à 10h30 en forme, bien évidemment, pour des lives jusqu'à 12h30, je crois. Ça va être très chouette. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième journée qui était conséquente. On est en live depuis ce matin et franchement, c'est passé hyper vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Le tirage au sort devrait être fait. Si c'est pas fait, point d'exclamation nourrice dans le chat pour gagner un exemplaire de À mourir entre les bras de ma nourrice que je vous conseille 1000 fois de lire. Vraiment, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain 10h30. Bye.